Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et on va attaquer l'année pour parler d'un sujet crypto-monnaie et euro numérique dans un contexte de crise financière. Mais on va bien commencer l'année néanmoins. Alors, comment protéger ses économies dans un contexte incertain? Ces monnaies sont-elles une alternative à l'argent liquide et jusqu'où les monnaies numériques sont-elles des outils de surveillance? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial crypto-monnaie, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir un véritable expert des crypto-monnaies, Alexandre Stachenko. Alexandre, vous êtes entrepreneur, auteur et expert en crypto-monnaie et notamment directeur de la stratégie chez Paymium. Je n'ai rien oublié, Alexandre? Tout va bien. Tout va bien. Merci, Vanessa. Bon, alors avant de commencer, on aime bien poser les bases et planter le décor. Donc d'un côté, il y a les crypto-monnaies. De l'autre côté, il y a l'annonce d'un euro numérique qui s'approche de plus en plus. Et en fond de décor, on va dire qu'il y a des crises financières. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement les différences entre ces deux monnaies, d'abord, et quels vont être leur rôle dans ce contexte potentiel de crise? Alors, je serais encore plus granulaire que ça, parce que c'est pas d'un côté les crypto-monnaies, de l'autre l'euro numérique. C'est d'un côté Bitcoin. D'un autre côté, les crypto-monnaies, et en fait, dans les crypto-monnaies, il y a un gloubi-boulga de plein de trucs. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y en a qui sont beaucoup moins, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de projets d'obligations jetonisées, de titres d'œuvres d'art numérique, de choses comme ça, donc qui sont une classe d'actifs, on va dire, avec plein de choses dedans. Bitcoin est bien séparé de tout ça et effectivement a une prétention monétaire. Et donc effectivement, si on doit faire un petit peu une comparaison entre deux némésis, ça va plutôt être Bitcoin versus les monnaies numériques de banque centrale, dont l'euro numérique effectivement est une composante, puisque la Banque centrale européenne est particulièrement, on va dire, proactive sur le sujet de l'euro numérique. Et donc les risques de l'un et de l'autre, c'est que Bitcoin se présente comme une monnaie incensurable, donc on n'arrive pas à arrêter, et donc ça marche aussi à titre individuel. Quand on fait une transaction Bitcoin, personne ne peut nous arrêter quand on a le mot de passe de son propre portefeuille. À l'inverse, l'euro numérique, c'est vraiment la vision carrément opposée, c'est-à-dire l'intervention de la Banque centrale dans la gestion de la monnaie dans notre portefeuille. Alors évidemment, elle sera toujours là pour dire mais non, pas du tout, c'est pas vrai. Il n'empêche que pour l'instant, ce qu'on constate chez les autres monnaies numériques de banque centrale qui ont été mises en circulation, je pense notamment à la Chine, c'est que, je ne sais pas si j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit, on parle de la Chine. Alors Alexandre, vous êtes personnellement un défenseur des crypto-monnaies, et notamment des bitcoins, et à l'inverse, vous pensez que les monnaies numériques des banques centrales sont un véritable danger. Expliquez-nous pourquoi. Oui, parce qu'elles représentent une intervention potentielle de la puissance, soit politique, quand la banque centrale n'est pas indépendante, soit carrément d'une entité comme la Banque centrale européenne, c'est-à-dire qui est indépendante, qu'on n'a pas élue, dans la gestion de la monnaie au quotidien. Concrètement, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on voit déjà arriver dans un certain nombre de pays, qui vont de l'autoritaire jusqu'à la démocratie, et qui arrivent ces dernières années. On peut penser effectivement à ce qui se passe dans les théocraties du Moyen-Orient, que ce soit l'Iran ou l'Afghanistan, où un certain nombre de femmes, par exemple, n'ont pas le droit d'avoir de compte bancaire, et donc elles sont exclues finalement de la société parce qu'elles ne peuvent pas participer à la société sans argent numérique. Il ne leur reste plus que le cash, et encore, elles n'ont pas non plus vraiment le droit d'en avoir. En Iran, ils sont allés jusqu'à un cran après, c'est-à-dire qu'ils ont fait une loi cette année ou l'an dernier, je ne sais plus, dans lequel ils faisaient un combo reconnaissance faciale et interruption des comptes bancaires, c'est-à-dire que si une caméra reconnaît dans la rue que vous portez pas votre voile, la première fois vous avez une amende qui est prélevée sur votre compte, la deuxième fois il n'y a plus de compte bancaire. Donc ça devient vraiment très invasif, et c'est pas réservé aux autocraties. On l'a vu même cette année, en Inde il y a eu des élections législatives un peu plus tôt en 2024 au printemps. Les comptes du principal parti d'opposition, qui accessoirement était le parti historiquement de Gandhi, se sont vus bloqués pendant toute la campagne. Donc forcément, comment on fait campagne, comment on va chercher des voix quand on n'a pas de compte bancaire et qu'on ne peut pas payer des déplacements, des meetings, des choses comme ça. Au Canada, il y a eu les affaires des camionneurs qui font des manifestations, boum, on leur compte bancaire parce que pourquoi pas. On a des hommes et des femmes politiques qui sont exclus de la vie démocratique. Je pense à Nigel Farage au Royaume-Uni, qui avait fait scandale parce qu'ils avaient été débancarisés. Même en France, il y a eu tout le débat autour de la bancarisation du RN qui avait été globalement impossible, et donc ils ont fait quoi? Ils sont allés se bancariser à l'étranger, et on leur a reproché par la suite. Mais ce que vous voulez dire, c'est que l'argent devient un outil de surveillance. C'est le dernier bastion qui est en train de sauter. Ça nous exactement, et c'est en cours. Donc ce que je dis, c'est que dans tous les exemples que je mentionne, en fait, on n'a même pas besoin de monnaie numérique de banque centrale. Il suffit d'avoir un contrôle sur les banques commerciales de la part du politique pour pouvoir exercer ce genre de contrôle. Passer à une monnaie numérique de banque centrale, c'est simplement une autoroute. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir
en tout cas potentiellement, c'est un danger, c'est pas forcément une réalité qui va se passer, mais le pouvoir politique qui va avoir une autoroute vers les comptes des citoyens et qui pourra non seulement surveiller, censurer, faire de l'arbitraire, mais aussi parfois c'est justifié par des gens somme toute tout propres sur eux pour dire mais c'est pour le bien économique du pays, on va pouvoir vous faire des chèques fidélité, vous pourrez dépenser. Donc ça mais c'est mis en place en France, c'est ce que vous êtes en train de me dire, avec le chèque essence, etc. En France on est en train de se diriger, mais la société est déjà un petit peu habituée, c'est-à-dire qu'on a une société un peu du point de fidélité où maintenant de moins en moins on s'appuie sur de l'argent et après une fois qu'on a l'argent chacun fait ce qu'il veut. On a des tickets restaurants, un pass culture, un pass cinéma, un chèque essence, un chèque, ce qu'on veut. Donc on est déjà en train de se diriger vers là. Là, ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on passe au stade monnaie numérique de banque centrale, ceci peut être carrément programmé sur la monnaie. Et d'ailleurs, même a posteriori, vous pouvez très bien avoir de la monnaie sur votre compte de monnaie numérique de banque centrale, et puis vous vous réveillez le matin et on vous dit, désolé, on a décidé que pour le bien du pays, il fallait que vous consommiez. Donc à la fin du mois, en fait, vous pourrez plus vous en servir. Cet argent vaudra zéro. Quand je vous écoute, je comprends mieux pourquoi le Bitcoin peut constituer une monnaie d'espoir. Expliquez-nous pourquoi. En fait, les monnaies numériques de banque centrale, c'est un petit peu le némésis idéal pour Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est une proposition de valeur qui est strictement inverse. C'est-à-dire que c'est une monnaie de la liberté, c'est une monnaie incensurable. Donc ça veut dire que c'est aussi la monnaie des oppositions, c'est la monnaie démocratique. Quand on veut se servir de Bitcoin, on n'a pas besoin de demander une autorisation à qui que ce soit. Et donc ça permet une soupape de sécurité pour les démocraties notamment, parce que ça permet l'existence d'une déviance et d'une pensée contraire. Ça veut dire qu'il est normal en démocratie d'avoir un débat démocratique, et ça permet à cette pensée contraire de s'exprimer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, comme on est arrivé dans un monde où la quasi-totalité de l'argent est numérique, avoir un contrôle sur les comptes bancaires d'opposants, de personnages politiques ou même tout simplement d'entrepreneurs ou de gens qui participent à la vie en société, ça veut dire en fait avoir un couteau sur leur gorge en permanence, parce que si vous dites un mot de travers, vous n'avez plus de compte bancaire. J'invite tous nos auditeurs à faire l'expérience de penser, si on vous coupait votre compte bancaire là maintenant, combien de temps vous tenez? La réponse pour beaucoup de gens, c'est pas longtemps. Parce qu'il n'y a plus de carte bancaire, il n'y a plus de prélèvement, il n'y a plus de virement, il n'y a plus de réception de salaire, il n'y a plus rien. Donc une fois encore, si on suit votre pensée, l'idée n'est plus d'acheter des bitcoins pour s'enrichir, mais vraiment pour protéger ses actifs monétaires dans un contexte de crise? Tout à fait, c'est la proposition de valeur initiale de Bitcoin. C'est d'ailleurs maintenant pas seulement moi qui le dis, même quand on lit les plus grands institutionnels de la planète, on a vu qu'à partir de 2024, notamment les BlackRock et tout ça sont arrivés dans le Bitcoin et ont commencé à acheter pour le compte de leurs clients, voire à définir des thèses d'investissement pour eux-mêmes. La thèse d'investissement de BlackRock sur le Bitcoin, qui a été publiée en septembre sous le nom de un actif de diversification unique, présentait le Bitcoin comme un actif qu'on achète pour se protéger. C'est un actif qu'on achète qui ne partage pas, je reprends leurs mots, les caractéristiques des autres actifs risqués. Ils recommandent d'en mettre en partie dans leur portefeuille et de le prendre sur la part obligataire du portefeuille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de le prendre sur la part qui est considérée non risquée. Parce que eux, ils le voient vraiment comme une protection contre un risque systémique qui est la dilution monétaire, c'est-à-dire la volonté des banques centrales de venir monétiser les déficits publics, monétiser la dette pour faire en sorte de se sortir d'une situation que tout le monde sait inextricable à personne. Enfin, tout le monde sait qu'on ne remboursera pas cette dette. Merci beaucoup Alexandre. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie chez Pemium. Le numérique pour tous spécial crypto-monnaie, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale crypto-monnaie, nous avons le plaisir de recevoir un habitué de l'émission, monsieur Fabrice Eppelboin. Fabrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po et serial entrepreneur. Alors pour vous, Fabrice, l'euro numérique, c'est un danger, c'est une opportunité. Comment vous le voyez, vous ? C'est une opportunité pour les États, très clairement. Contrôler le portefeuille des citoyens, ça permet effectivement, pour les plus récalcitrants, de leur couper l'accès à leurs finances. Et puis ça permet, je crois que l'analogie d'Alexandre était excellente, d'avoir l'équivalent de tickets restaurant sous la forme d'argent, ou typiquement de décider que il faudrait absolument que les Français consomment, et donc l'argent qui est dans votre portefeuille numérique, en euros numériques, vous avez jusqu'à la fin du mois pour le dépenser, sinon il vaudra rien. Ce qui est faisable, techniquement, ça paraît incroyable, mais effectivement ce genre de technologie permet de faire ce genre de choses, du coup pousser les gens à la consommation, et comme l'économie française est très liée à la consommation intérieure, effectivement ça marcherait, il n'y a aucun doute. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des garanties de confidentialité qui vont être offertes par cet euro numérique? Non, vraiment aucune, non. À la base, tout ça repose sur un mythe qui était que le Bitcoin était anonyme,
qui sort, je n'ai jamais vraiment compris d'où ça sortait, mais enfin ça n'a pas vraiment de sens. C'est éminemment traçable. On est sous une logique de pseudonymat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai l'identifiant de votre wallet, je peux remonter toute votre historique bancaire et toutes les transactions que vous avez faites. Il en sera de même pour l'euro numérique. On sera nu comme un verre vis-à-vis des autorités. C'est l'extrême inverse quelque part de l'argent liquide ou de l'or. Mais pas du Bitcoin. Pour le coup, Bitcoin est extrêmement traçable. Le mieux, si on veut être totalement dans l'anonymat, ça reste quand même l'argent liquide. Alors justement, venons-en à l'argent liquide. On sait qu'on a un seuil en France de 1 000 euros à pouvoir dépenser. Est-ce que pour vous, dans les années à venir, ce seuil il va se réduire à 0 et donc toutes nos transactions seront tracées avec un système de carte de crédit ou d'euro numérique? Alors réduire à 0, j'ai du mal à y croire parce que très concrètement, tous ceux qui ont fait un pas vers ça sont revenus en arrière. Le grand public tient absolument à avoir de l'argent liquide. Après, le simple fait qu'il y ait une inflation fait que vos 1 000 euros, finalement, d'ici 5 ans, vaudront plus grand-chose. Donc, je pense que limiter les paiements en argent liquide suffira largement à diminuer de facto sa circulation à pas grand-chose. Il n'y aura pas besoin d'éliminer l'argent liquide. Je pense pas que ça Parce que sans argent liquide, une société devient presque injuste. Il y a certaines personnes qui ne peuvent vivre qu'avec de l'argent liquide, des petits revenus notamment. Là, vous mettez à mal tout un système. Oui, mais la société est injuste. On le savait déjà, mais... Et ça ne va pas aller en s'améliorant, c'est clair. On compensera ça, en tout cas en termes de communication, par le fait que typiquement, tout un tas d'aides sociales seront versées en euros numériques. On pourra du coup trancher une bonne fois pour toutes de savoir si la prime d'allocation rentrée va servir à acheter un écran géant, parce qu'on pourra suivre ce genre d'argent. Et du coup, ça facilitera probablement son introduction, en tout cas en termes de communication. Étant assujetti à ce fameux portefeuille numérique, est-ce qu'on devient dépendant des plateformes, des grandes plateformes, ou est-ce qu'on devient dépendant d'un système monétaire qui est supranational? On devient dépendant on est déjà dépendant d'un système monétaire supranational, mais disons qu'on devient dépendant d'une nouvelle façon d'envisager l'argent, qui est que on n'est plus vraiment dans la propriété et on est dans un argent qui peut changer de propriété en cours de route. L'argent qu'on nous a donné, qui jusqu'ici pouvait servir à faire n'importe quoi, acheter n'importe quoi, si tant est que ça soit légal, pourrait demain être exclusivement réservé aux achats alimentaires, par exemple, ou aux achats en énergie, par exemple. Et ça faciliterait plein de choses, il faut être honnête, ça n'a pas que des aspects négatifs. Si je suis un État, que je veux subventionner la hausse du prix de l'énergie, je peux donner des euros numériques qui ne peuvent être dépensés qu'à des fins énergétiques. Donc il y a des avantages. Il y a des inconvénients qui est que tout ça, c'est une perte de liberté absolue et de capacité de chacun de décider par soi-même et pour soi-même totale. Alexandre parlait tout à l'heure de la Chine, accessoirement, au niveau des droits. Est-ce qu'il y a des pays qui sont vraiment en avance de phase sur cette gestion de l'argent et de la propriété de l'argent? La Chine est toujours en avance de phase sur absolument toutes ces technologies-là, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins timides que nous, mais très clairement, on va dans des directions similaires, ce ne sera pas exactement la même chose, mais on va dans des directions similaires qui est un contrôle de plus en plus étroit des faits et gestes de chaque individu. Votre position sur le Bitcoin, c'est une illusion de liberté ou c'est une véritable liberté? Ah non, c'est une véritable liberté. Ah non, là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est une véritable liberté. C'est une monnaie que les banques centrales ne contrôlent absolument pas, c'est une monnaie que personne ne contrôle, c'est une monnaie qui aujourd'hui a j'allais dire une stabilité, on peut pas dire une stabilité, mais en tout cas une solidité qui est absolument indéniable. Et effectivement, si vous voulez pas vous retrouver dans un monde où on vous dit quoi faire et quand faire et comment faire avec votre argent, c'est à peu près la seule solution vraiment solide qui s'offre à vous. C'est un danger, ce Bitcoin, pour les États? Là, je m'adresse à Alexandre, qui est un hyper expert du sujet, mais les États essayent de l'endiguer ou le laissent circuler parce que ça crée un équilibre économique? Alors, ils ne le laissent certainement pas circuler. En tout cas, ils font tout pour l'empêcher. Il y a pas longtemps, dans l'actualité, le FMI se sert de ce sujet Bitcoin pour tordre le bras des États. Ils avaient déjà demandé à l'Argentine, avant de leur donner un package, de globalement faire tout pour empêcher la circulation du Bitcoin en Argentine. Ils ont, il n'y a pas longtemps, tordu le bras du Salvador en le forçant à retirer le cours légal du Bitcoin, alors même que tous les indicateurs sont au vert, mais c'était une condition sine qua non pour leur donner un package. Donc les organisations internationales et les États n'aiment pas Bitcoin. Ce qui, en fait, on va répondre de manière un peu tordue, mais un État de droit libéral qui respecte les libertés fondamentales ne devrait avoir aucun problème avec Bitcoin. Le fait qu'on ait des problèmes avec Bitcoin est en soi quelque chose qui dit plus sur la nature et ce que sont devenus nos États que sur Bitcoin en tant que tel. On a une approche de Bitcoin et une volonté, et Fabrice parlait de la Chine tout à l'heure, quand Christine Lagarde parle de l'euro, elle dit on est en retard sur la Chine.
Elle le dit comme ça. Donc effectivement, pour moi, Bitcoin est un test pour les démocraties et les démocraties le ratent complètement. Donc à l'exception des États-Unis. Oui, j'allais vous poser la question. Parce qu'il y a suffisamment de contre-pouvoirs et que le pays est suffisamment décentralisé. Mais effectivement, les États-Unis sont en train de passer le test. Même s'ils ont eu quelques années d'hostilité, mais ils sont en train de passer le test. Il y a plus de tolérance. Enfin, comment vous voyez le gouvernement Trump par rapport à cette approche ? Ils vont faire des réserves stratégiques. Ils ouvrent grand les bras à la fois au Bitcoin et à tout l'écosystème d'innovation autour des crypto-monnaies au sens large, à la finance décentralisée. Donc c'est clairement là-bas que va se passer l'innovation. C'est clairement de l'Europe qu'elle va venir. Tout le monde s'en va, faut être clair. Ça a un effet d'aspirateur absolument spectaculaire entre les régulations en Europe qui font que même les petits particuliers qui se contentent d'avoir quelques petites économies en crypto-monnaie peuvent même plus typiquement avoir des intérêts sur leur stablecoin. Donc très clairement, tout le monde va déménager aux États-Unis, si ce n'est physiquement, du moins d'un point de vue corporate. L'innovation va sans doute exploser là-bas. Ça va s'accompagner par une augmentation continue du prix du Bitcoin, parce qu'évidemment, si les États se mettent à investir des sommes colossales, notamment l'État américain, le simple effet de l'offre et de la demande va faire que le cours va monter. Donc on va avoir un renouveau des monnaies, de la monnaie aux États-Unis, qui va se passer sous nos yeux européens avec... Au contraire, des politiques qui sont extrêmement frileux, extrêmement récalcitrants et qui sont, je le disais très bien Alexandre, en train d'échouer à ce test démocratique que leur impose le Bitcoin. Et ça se passera ailleurs, tout simplement. Et dans le contexte que l'on connaît, on sait que la France a été décrantée sur les échelles. Vos perspectives, alors je ne demande pas de dire dans une boule de cristal, mais vos perspectives sur tous ces Français qui ont épargné pendant des années, sur un livret A, sur une épargne, je vous vois sourire des perspectives Alexandra. chypriotes ou grecques. Au mieux ? Alors, non, la Grèce, c'est pas une perspective française parce que le FMI n'a pas les moyens de venir sauver la France en cas de catastrophe. On est plus sur des perspectives chypriotes, c'est-à-dire qu'un bout d'un moment, ne pouvant pas remplir les caisses de l'État, rembourser ou quoi que ce soit, on va décider arbitrairement qu'on va prendre de l'argent à ces salauds de riches et toute personne qui a plus de, je sais pas, 100 000, c'était 100 000, toute personne qui a plus de 100 000 euros sur son compte en banque et hop, on va lui prendre un petit bout. Alexandre, vous avez une vision aussi pessimiste du futur qui nous attend d'un point de vue économique, sans faire peur, on va dire, parce que sinon on va plus avoir d'auditeurs. Non, bien sûr. Après, en fait, moi j'ai une perspective plutôt pessimiste, mais j'ai pas d'horizon de temps parce que le problème du système monétaire actuel, c'est que c'est une fuite en avant et comme beaucoup de fuites en avant, ça peut durer encore 50 ans. Donc ça peut très bien durer 50 ans encore, comme ça peut s'effondrer l'an prochain ou dans 2 ans. Mais par contre, effectivement, quand on dézoome un petit peu, il y a pas vraiment d'autres alternatives. C'est-à-dire que quand on a la situation de déficit et de dette qu'on connaît aujourd'hui et une situation qu'on peut appeler proche d'une trappe à dette, c'est-à-dire un moment où les intérêts en fait sont payés par de la nouvelle dette, donc c'est un moment où on ne peut plus s'en sortir. Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on augmente les impôts. Globalement, personne ne se fait élire là-dessus. C'est compliqué en France. Et c'est compliqué en France, sachant qu'on est déjà le numéro 1 en termes de prélèvement, donc on a assez peu de marge de manœuvre là-dessus. Soit on baisse les dépenses, impossible de se faire élire là-dessus non plus, et on a bien vu ces derniers mois que dès qu'on essaye de baisser un tout petit peu les dépenses, on a quand même eu la fable où on a dit oui c'est un budget qui va réduire. En fait c'était un budget dont l'augmentation était plus faible que prévu, donc réduire les dépenses, faut pas non plus trop compter dessus, c'est politiquement intenable, notamment dans un contexte de clientélisme important. Et il reste plus qu'une troisième voie, ça s'appelle la dilution monétaire, donc ça veut dire noyer la dette dans un océan de liquidités, ce qu'on a déjà fait par le passé, ce qu'on a fait en 2008, ce qu'on a fait au Covid, ce qu'on a fait pour sauver la Grèce, ce qu'on a fait pour beaucoup de choses. Et ce que ça veut dire pour l'épargne des Français et des gens qui seront concernés, ça veut dire de l'inflation, ça veut dire de la perte de pouvoir d'achat. Et normalement, pour que ça fonctionne, je terminerai là-dessus, mais pour que ça fonctionne, il faut que les citoyens n'aient pas d'échappatoire. Il faut qu'ils subissent. Ça, on l'a vu, je disais tout à l'heure, avec le FMI, par exemple, qui demande de surtout pas autoriser Bitcoin, parce que sinon les gens peuvent s'échapper. Et on l'a vu plus récemment, c'est pas moi qui le dis, c'est la Réserve fédérale américaine qui a sorti un papier, notamment la Réserve fédérale du Minnesota, qui avait un titre enchanteur qui s'appelait « Une stratégie pour perpétuer les déficits publics perpétuels ». Et l'abstract, le résumé, c'était on a trouvé une super stratégie innovante pour avoir des déficits publics perpétuels. Il y a une condition, c'est qu'il faut interdire Bitcoin. Alors, 1 minute pour conclure. Alexandre, vous seriez ministre de l'économie aujourd'hui avec une forte tolérance au Bitcoin. Vos 3 mesures phares. J'ai pas envie d'être ministre de l'économie aujourd'hui. Non. En fait, pour moi, ce que je disais, c'est que il faut rétablir la primauté de la liberté comme norme dans un état de droit. C'est-à-dire que la contrainte doit être l'exception. Elle doit respecter un processus législatif clair, c'est-à-dire une base légale prouvée, une efficience, une évaluation des politiques publiques. Tout cela n'est pas fait. La surveillance financière en Europe, j'ai beaucoup écrit dessus pour ceux que ça intéresse.
devient assez tentaculaire et malheureusement ne respecte globalement aucun traité européen ni aucune charte européenne des droits fondamentaux et tout ce qu'on veut. Donc ce serait de simplement redonner une clarté sur la fiscalité par exemple, ne plus punir l'utilisation de Bitcoin comme moyen de paiement, ce qui est le cas aujourd'hui, et de simplement laisser les gens l'utiliser. Mais ce faisant, en fait, les États-Unis ont le dilemme en puissance 1000, c'est que ce faisant, en fait, je tirerais une balle dans le pied de l'euro. Donc en fait, ce serait précipiter le chaos. C'est pour ça que tous les politiques sont dans une forme de dilemme. S'ils respectent le test démocratique, ils suicident leurs propres États. Donc en fait, c'est une question. Ça, je dis, moi, je veux pas être confronté à cette question, je leur laisse bien volontiers le problème. C'est un autre débat. Merci beaucoup Fabrice, Alexandre. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous retrouver en podcast et sur l'application Sud Radio. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.